Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, regardez en haut, il y a un canard, ça veut dire que je ne suis pas seul, je suis sur StreamYard, c'est pas facile à dire, avec l'ami Cédric de la chaîne La Passion du Comédien présente, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Maintenant, tu as deux canards dans la même image, c'est-à-dire le canard StreamYard et le canard boiteux de YouTube Game. Voilà. Oh là là, non là là, tu es trop... non, non, franchement Ouais, je suis trop Cédric, beaucoup de choses, moi. voilà, mais alors, c'est pas la première fois qu'on parle ensemble au cinéma sur ma chaîne. La première fois, c'est en podcast. Là, on se voit, bon, parce que comme ça, c'est un peu ciné-critique, ça change pas grand-chose, pour parler d'un film, d'un de tes réalisateurs préférés, un de tes papas cinéma, le grand Clint Eastwood, avec son troisième long métrage Derrière la caméra, où il n'apparaît pas en tant qu'acteur, si ce n'est un petit caméo à un moment, le Oui, fameux, ou pas fameux justement, on va en revenir là-dessus, Breezy, qui est sorti en 1973, qui fêtera donc ses 50 ans cette année, et qui réunit au casting dans les rôles principaux le grand William Holden, que vous avez pu voir dans La Horde Sauvage, dans Boulevard du Crépuscule, Pont de la Rivière Kwai, on en passe. Et à ses côtés, une quasi débutante, même si on l'avait vu vite fait dans American Graffiti de George Lucas juste avant, qui va aussi fêter ses 50 ans cette année d'ailleurs, la jeune Kay Lance, qui devait avoir 19 ans à l'époque, et bon, d'autres actrices, acteurs qu'on va pas forcément nommer ici, sur un scénario, et là j'insiste là-dessus, d'une certaine Joe Haynes, qui avait écrit déjà Un frisson dans la nuit, le oui. premier long métrage en tant que réalisateur de Clint Eastwood, et qui même, et là ça va nous faire un lien avec Elvis, avait scénarisé Double Trouble, croisière surprise avec Elvis Presley. Et oui, et là je vois ta tête, tu ne t'y Oui, attendais pas. oui, Extraordinaire. oui, parce Si, que, oui. oui, parce que ton lien en ramène un autre, justement. C'est marrant, Ah, ça. c'est Ouais, intéressant, on y ouais. reviendra peut-être après. Directeur de la photographie, Frank Stanley, qui a beaucoup bossé avec Clint Eastwood, et musique très importante, Cocorico, pardon, de Michel Legrand, et ça s'entend par moments, il y a des Oui, petites envolées là-dedans, pour un film romantique entre le drame et la comédie par moments, qui, alors synopsis très simple, hein, va nous raconter l'histoire d'une rencontre fortuite entre une jeune hippie, qui doit avoir un peu moins de la vingtaine, on ne sait pas trop son âge, ça avait fait un petit peu débat à l'époque, donc une jeune fille surnommée Breezy, qui s'appelle Edith Alice en vrai, et oui. un quinquagénaire qui est tout seul, divorcé, qui est bourgeois, qui est agent immobilier, qui s'appelle Franck. Et les deux vont peut-être démarrer une relation, interdite ou pas, assumée ou non. Et elle va évoluer au fur et à mesure du film par rapport au regard des autres aussi. Et puis la condition de l'âge qui passe, notamment pour le personnage principal, deux Amériques un petit peu qui se rencontrent aussi. Parce que Oui. Clint Eastwood aime bien parler de son pays à travers son cinéma. Voilà. Après Et c'est un l'euphémisme. film qui a bon, qui n'a pas été apprécié de tous, mais qui est réhabilité à travers les années aussi. Et si j'en parle avec toi, c'est, je crois que mon cher Cédric, ton rapport principal avec ce film est assez important. Dis-nous tout. Oui, alors déjà, c'est le réalisateur. Donc, tu dis un de mes réalisateurs préférés. Moi, je te dis, Oui. c'est mon réalisateur préféré, mais pas uniquement parce que j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, ça, il y en a plein. Moi, Clint Eastwood, c'est en fait, virtuellement parlant, c'est un passeur. Oui. C'est-à-dire que moi, je découvre Clint Eastwood assez tard. Enfin, je connaissais son image et j'avais vu ses films, certains de ses films, Merci Maman, mais en tant que comédien, c'est-à-dire les films les plus commerciaux, c'est-à-dire Doudou et Dingue, L'inspecteur Harry. Voilà, c'est cet Eastwood-là. Et pour moi, c'était un peu l'acteur à maman, quoi, un peu vieillot, limite même ma grand-mère aimait bien, tu vois. Et moi, je l'ai découvert en tant que réel très tard, finalement. J'avais 25 ans. Donc, en 2008, je découvre Million Dollar Baby. Et déjà, moi, ça me parle parce que c'est mon sport préféré qui est traité à l'image, la boxe anglaise dont je suis passionné. Je fais un lien entre le psychologique et le physique avec ce sport qui m'attire énormément. Et donc déjà déjà, ça me met en condition, mais c'est surtout, j'oublie très vite la boxe pour me focaliser sur l'évolution des personnages et il les fait évoluer et je me permets de prendre 2 minutes pour en parler parce que c'est quelque chose qu'il n'aura de cesse de faire. Enfin, moi, j'ai découvert du coup sa carrière rétrospectivement avec ce qu'il a fait précédemment. Et en fait, Clint Eastwood, il est cohérent dans l'évolution de ses personnages, mais il va toujours là où on ne s'y attend pas. Mm. C'est-à-dire qu'il sait ce que le public attend,
et il va aller tout en essayant de respecter une certaine cohérence, de ne pas faire de l'hollywoodien, mais il va toujours choisir une voix qui va un peu surprendre le spectateur. Bon, la fin de Million Dollar Baby, pour moi, le film aurait pu se terminer au milieu du film. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième film qui commence à partir de la deuxième partie. Et ça, moi, j'avais jamais vu cette espèce de paravent comme ça se mettre en place au cinéma auparavant, ou en tout cas, ça m'avait jamais frappé, si je puis me permettre cette expression. Et du coup, je me suis dit, mais ce mec est génial. Et moi, c'est mon cousin qui a toujours été mon passeur au cinéma, et je lui en parle. Et il me dit, écoute, si tu es surpris par Million Dollar Baby, regarde ce qu'il a fait précédemment. Clint Eastwood, c'est un très très grand réal. Il me dit, je t'en ai jamais parlé parce que je me suis pas dit que ça allait t'intéresser vu ton âge. Mais regarde, alors du coup, j'ai été trouver ces DVD à l'époque. Et je suis rentré à la maison avec toute une pile comme ça et j'ai regardé ces films. Et effectivement, il y a toujours ça chez Clint Eastwood. Et moi, c'est ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me surprenne. Pas qu'il m'en mette plein les yeux à chaque fois, mais au moins qu'il y ait un petit moment où je me dis, ah tiens. Et puis au fil du temps, tu sais, Clint Eastwood, je m'intéresse à sa vie, à sa carrière, je lis des bouquins, j'écoute tous ses interviews, je chope tout ce qu'il y a moyen de choper sur Clint, et je réalise qu'en lisant, en fait, je retiens tout. J'ai pas besoin d'étudier Clint, je retiens. Et il y a une certaine connexion avec moi-même qui se met en place, c'est-à-dire que j'ai des points communs avec Clint Eastwood. Et moi aussi, j'ai réalisé mon premier chef-d'œuvre très tard, mais moi, c'est mon fils. C'est beau. Et du coup, je tombe sur un film qui appartient à une. Je reçois un petit livret avec, et on me prévient gentiment dans ce livret que le film que je m'apprête à regarder n'est pas du tout un chef-d'œuvre, n'est même pas ce qu'on peut appeler un superbe bon film, mais qui vaut la peine de regarder si on aime Clint Eastwood. Ok. Et je regarde Breezy. Alors, je comprends ce qui peut déplaire, mais c'est même pas dans l'histoire, c'est plutôt dans sa réalisation très simple. Hein. C'est principalement du chant contre chant, c'est beaucoup de discussions, ça parle beaucoup. Mike Nichols fait ça très bien aussi, avec des films comme Closer, avec des films comme Carnal Knowledge, ce plaisir qu'on dit charnel. Voilà, ça rejoint un peu ce genre de film. C'est-à-dire que tout passe par ce qui est dit, et évidemment ce qui est dit derrière le texte aussi, dans les non-dits. Mais c'est un film qui n'est pas facilement abordable, donc je peux comprendre que les gens n'aiment pas ce film. Je peux aussi comprendre que c'est un film qui peut intéresser les amoureux de cinéma. Parce qu'on retrouve quand même pas mal de références dans la façon de placer sa caméra. Clint Eastwood, il y a quand même, si je puis, voilà, donc si on n'est pas fan de cinéma, si on n'est pas fan de tout ce qui est contemplatif et tout ça, on va avoir du mal avec Breezy. Donc moi, je peux comprendre que ce film est désarçonné, mais moi, je l'ai adoré dès le premier visionnage, personnellement. Alors, justement, tu parles de premier visionnage. J'ai découvert ce film sur le tard. Alors que je dois avoir plus de la moitié de ces films vus maintenant, à peu près, en tant que réal. Hein. C'est bien. Parce que si on prend les films avec acteurs, alors là, il y en a encore plus. Et alors, c'est très étonnant parce que déjà, il faut se replacer à l'époque. Un frisson dans la nuit, L'homme des hautes plaines. Et là, il revient avec un film mais totalement différent, qui a dû désarçonner beaucoup, une histoire d'amour. Et combien de gens à l'époque pensaient que Clint Eastwood était capable de raconter une histoire d'amour? Parce que on a découvert à l'époque que derrière ce monsieur, il y avait un gros cœur. Et c'est un film que je trouve à la fois simple et beau. Moi, je l'ai trouvé, mais d'une limpidité, ce film. C'est assez étonnant. Ça coule vraiment comme de l'eau douce dans une rivière. Ouais. Et c'est très magnifiquement porté par, déjà, justement, il n'y a pas d'esbrouf, et un duo remarquable. Les acteurs, actrices principaux sont
il y a quelque chose qui fonctionne d'emblée. Ça peut paraître un peu cringe parce qu'il y a une différence d'âge. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, justement, entre deux personnes qui sont perdues de façon différente. La jeune hippie alors on ne sait pas d'où elle vient, mais elle a probablement quitté sa famille, elle erre, elle est un peu sans domicile fixe, avec sa guitare, toute seule, en mode John Baez un peu. Ouais. Et elle va d'homme en homme pour gagner un peu d'argent ou pour dormir, tout simplement. C'est vrai que ça Ouais. paraît un peu dur de dire comme ça, mais elle essaye de vivre et elle se laisse porter par le vent, d'où son surnom, Breezy, même si ça vient de son nom de famille. Il y a cette brise qui se laisse aussi un petit peu légère. Et elle va se connecter, d'abord c'est un entrechoc entre les deux, avec un homme qui est tout aussi paumé dans une conformité, où il est divorcé déjà, il a son boulot, son train-train, cette solitude-là. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va reprendre goût à la vie en rencontrant cette personne qui va le désarçonner, comme le film nous désarçonne d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. William Holden, c'est un peu Franck, du coup, le spectateur face à Eastwood, Tout face à au fait. cinéma d'Eastwood. Et il va y avoir, après, on comprend pourquoi Eastwood s'est attaché à cette histoire. Au-delà de l'histoire d'amour qui est belle, il y a aussi le rapport aux autres et cette Amérique qui est totalement questionnée durant tout le film, avec les agissements, par exemple, des amis de Frank, notamment son meilleur pote, là, en grosso modo, je simplifie un petit peu avec vulgarité, mais tu vas te taper une jeune, c'est bon, le Ouais, sexe, ouais, dans le sauna, comme ça. Et tu as aussi l'évolution de l'Amérique, cette nouvelle Amérique qui est née donc par le mouvement hippie, pleine d'espoir, mais aussi un peu. C'est pas évident quand on sent que ça va. Ces jeunes-là galèrent. Et Eastwood, il regarde ça avec son regard à lui, qui peut quelque ça part lui un peu plaît beaucoup, quoi. anarchiste. Il est un peu anarchiste de Clint Eastwood. Enfin, il aime bien rentrer dans les conventions là. Et là, il met l'Amérique face à son miroir de l'époque, ce côté très bourgeois, il faut être installé, rêve américain et tout, on s'est installé dans ce capitalisme-là, qui a peut-être tué une ancienne Amérique, et ça, il en parle dans beaucoup de films, et cette nouvelle mouvance-là, qui se rapproche peut-être de cette liberté que l'Amérique a connue avant, mais est-ce qu'il est toujours possible d'être libre dans cette Amérique-là? Et c'est là-dessus que l'histoire va se connecter ou pas entre les deux, avec des hauts et des bas, et tout ceci porté par, finalement, la musique qui va avec, c'est un peu Love Story, quoi. C'est Michel Oui, Legrand, c'est Jacques clairement. Demy. Il n'a pas choisi Michel Legrand par hasard, je pense. Ouais, moi, ça m'avait plus ramené vers Thomas Crown, hein, tu vois, un Ouais, ouais. peu Et puis, t'as sur le buggy. un moment extraordinaire dans le film, c'est qu'il n'y a pas d'esbrouf sur la mise en scène, mais il y a un moment où quand même une poésie s'installe ultimement quand ils vont vers l'océan. Et là, tu as un travail de photographie, de focale et tout. C'est-à-dire que là, Eastwood, au moment où il le faut, quand elle découvre un autre univers et que lui il commence à s'apaiser un petit peu, là c'est un peu le point culminant de leur rencontre, si on veut, eh bien là oui, il met la beauté. C'est le seul moment Oui, vraiment dans le film où il met de la beauté dans sa mise en scène purement et simplement, comme une parenthèse, comme si c'était d'ailleurs une illusion peut-être aussi, mais pas vraiment. Et pour moi, le film, il est d'une limpidité là-dessus. On peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est le contexte de l'époque aussi. D'ailleurs, il a été critiqué, Eastwood, à l'époque, soi-disant, ouais, l'actrice, ton personnage, il a quel âge? Certains lui ont qualifié qu'elle pouvait avoir 16-17 ans, donc ouais. c'est jamais précisé. Il y a une scène au restaurant, à un moment, où on lui demande sa carte d'identité, donc il y a de l'idée, quoi. Et puis, même les scènes un peu charnelles restent très, très poétiques, justement, avec des ellipses. Eastwood, il respecte cette histoire-là. Et je trouve que c'est un film, mais t'as l'impression que c'est son 15e film, qu'il est très. Bon, il a déjà plus de Exactement. 40 ans. Il a déjà plus de Oui, 40 oui. ans, mais il se Il a projette 43 ans. Et c'est ça, il se projette quand il aura peut-être la cinquantaine aussi, à travers le personnage de Frank. Moi, je trouve ça assez brillant, en fait. Tu vois déjà que Eastwood, mais tu le voyais déjà dans un frisson dans la nuit, il y avait des défauts et tout, mais tu voyais qu'il comprenait le cinéma directement. Ça fait des années qu'il voulait là, passer derrière la caméra. Oui, Et il oui. a le regard, et il a l'amour du cinéma, il a aussi cette envie de critiquer les choses, parce que l'Amérique et Eastwood, ça a toujours été un peu compliqué, on le sait. Ouais. En fait, c'est un film quasi somme d'avance d'un Eastwood qui aurait pu réaliser ça dans les années 80-90, sur la route de Madison, par Et qu'il exemple. l'a fait, oui, voilà, j'allais le dire. Et c'est ça qui est assez fort. Il y a une maturité là déjà, et ça a peut-être C'est ça a formidable. surpris et choqué les gens, peut-être justement pour ça aussi. On ne s'attendait pas à ce que Eastwood fasse un film comme ça. Non, c'est un parcours exceptionnel. Vraiment, là, je t'écoute parler et je suis en train de me dire, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, j'ai ma propre ligne eastwoodienne, mais j'aime toujours
écouter mes amis en parler et donner leur propre vision du mythe, j'allais dire, non, du bonhomme, quoi. Mm. C'est exactement, en fait, j'ai eu envie de rebondir. J'ai mordu sur ma chic, mais j'avais envie de te couper plein de fois pour rebondir. Mais oui, effectivement, chez Eastwood, ça lui vient de son père, ça. C'est-à-dire que cette idée de s'épargner aujourd'hui pour bien faire les choses dans 10 ans. Par exemple, il sent quand c'est pas l'instant, il l'a fait avec Impitoyable aussi, hein. Donc, il a acheté les droits 15 ans avant de réaliser Unforgiven. Coppola était sur le coup et il a dit non, ça ne sera pas Coppola qui va le réaliser. Il ne s'est pas réalisé de western en référence à Apocalypse Now parce que Clint Eastwood a refusé de jouer dans Apocalypse Now. C'est pour ça, parce qu'il ne voulait pas partir 9 mois dans la jungle. Alors que ça, encore une fois, c'est l'esprit eastwoodien de calcul. Le temps de partir faire ce film-là, moi j'ai le temps de faire 3 films. En plus, vu C'était comment sa logique. t'as vu comment la production d'Apocalypse Now a traîné, ça aurait été 18 mois plutôt que 9. Hein. Exactement. Et en plus, on a critiqué Eastwood pour ça, mais Al Pacino a refusé aussi, hein, pour les Ouais. mêmes raisons. Et donc, ça lui vient de son paternel. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne serais même pas surpris, on n'en parle pas dans aucun bouquin, mais je ne serais pas surpris que déjà à ce moment-là, il pensait sur la route de Madison plus tard. Et qu'il a fait Breezy en termes de, ce n'est pas péjoratif, en termes de brouillon, c'est-à-dire de jeter déjà les premières esquisses, de les mettre dans Breezy, parce qu'il y a énormément de parallèles entre ces deux films, notamment sur un sujet qui taraude Clint Eastwood, c'est-à-dire le temps qui passe. Et donc, ça peut être un lien aussi. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. C'est très eastwoodien de faire ça. Il l'a fait avec Impitoyable, $1 million Baby, même si ce n'est pas sur 15 ans, mais c'était pareil. Il a attendu de vieillir un peu pour faire $1 million Baby. Et surtout, il voulait une comédienne aussi qui soit dans la trentaine à l'époque pour pouvoir faire $1 million Baby aussi. Donc voilà, c'est tout à fait son style. Alors, c'est marrant parce que moi, quand je dis Breezy, je pense exactement à ce passage-là sur la plage et tout ça qui Ah peut oui. faire un peu kitsch Oui, mais aujourd'hui, c'est du beau kitsch. Enfin, ça mais c'est colle du magnifique parfaitement. kitsch. Parce Mais qu'il y a Michel un... Legrand est kitsch et je l'aime, hein. Puis t'as le build-up hein, avant d'arriver Ouais, là. C'est ouais, ça ouais, aussi qui ouais, est ouais, fort. ouais. C'est Mais pas ça hop, tout de aussi, suite là. ouais, exactement. En fait, cette scène, il l'a tournée. Il ne l'aurait pas tourné s'il n'avait pas fait l'erreur sur Un frisson dans la nuit. Ce qui s'est passé avec Un frisson dans la nuit, c'est qu'on reproche, les critiques reprochent à Clint Eastwood, et lui-même se le reproche, hein, d'avoir installé cette scène du festival de jazz de Monterey en plein milieu du film, alors qu'il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec le récit. Les scènes ne collent même pas avec le récit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu se faire un immense plaisir en tant que fan de jazz et jazzman d'ailleurs. Toute proportion gardée, bien sûr. Et donc, en fait, il a voulu venir avec sa caméra. Et donc, en fait, il a participé au festival. Il a eu les accords pour le faire. Il a placé sa caméra et il s'est filmé. C'est du n'importe quoi, mais eastwoodien. Dans American Sniper, il y a une scène aussi qui est du grand n'importe quoi comme ça. Et ça passe, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, il s'est dit, je ne ferai plus jamais cette erreur-là de faire passer mes goûts personnels devant l'histoire. Et donc, en fait, il avait envie de filmer à Carmel, hein. Donc, il a réalisé ce film en partie chez lui à Carmel, donc il connaît bien le coin. Et donc, il s'est dit, j'ai envie de mettre en avant un petit peu cette ville. Et donc, je vais. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça colle à l'intrigue? Et donc, il s'est fait plaisir tout en restant crédible par rapport à l'histoire. Et en fait, comme tu dis, il y a un build-up et c'est hyper, hyper, hyper crédible. Donc, en fait, il continue à se faire plaisir, mais il a compris les erreurs qu'il a faites sur Un frisson dans la nuit. Un frisson dans la nuit qui, moi c'est un film qui m'avait fait flipper, hein. Ah oui, ah oui, il y a un côté slasher quasi horrifique, très réaliste hein, pour le coup. Et tiens, Exactement. très intéressant parce que là tu abordes l'autre thématique principale du film, mais qui est connectée, toutes les thématiques sont connectées dans ce film, Oui, le temps qui passe, oui, avec le questionnement du personnage Franck qui a
tout vécu, ou justement qui ne vit plus, parce que c'est ça, hein, c'est une sorte de personnage qui ne vit plus que pour son boulot, seul. Oui. Et en plus, il a les fantômes du passé qui reviennent avec son ex-épouse, là, qu'on voit le temps d'une scène au restaurant. Ouf. Et c'est vrai qu'à l'époque, Eastwood était déjà dans son Frisson dans la nuit, on le qualifiait un petit peu de misogyne. Ouais. Après, il ne faut pas oublier que la scénariste est une femme, hein, donc c'est aussi le doux paradoxe. C'est très eastwoodien, le paradoxe de toute façon. Et là, Oui. alors, la façon dont l'ex-femme est montrée, c'est dur. Par contre, contrebalance, au-delà de l'héroïne, on a aussi une des ex qui s'appelle Betty, je crois, hein, dans le film, Ouais. qui elle, par contre, elle est dans le même regret que lui. On sent que les deux, ils auraient pu vivre ce bonheur, mais qui Il adore ça aussi. se sont interdits ce bonheur. On ne sait pas pourquoi. Hein. Parce qu'on le Non. voit qu'il est un peu coureur de jupons, hein, dès le début du film. On voit qu'il voit une autre femme. Enfin, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'ouverture entre Breezy qui est avec un homme qu'on verra plus qu'une fois vite fait à travers dans une rue après, et Franck qui est avec une femme. Les deux vivent leur vie un peu comme ça, sans Ouais. attache. Ouais. Et Betty, c'est terrible. Hein. Ce personnage est assez terrible. On en parlera aussi sur le final, mais on fera une toute petite zone spoiler qui n'en est pas vraiment une. C'est pas le genre de film qu'on spoil, si ce n'est Non. savoir comment ça se termine. Et donc tout ce temps qui passe, et cette réflexion aussi avec la vie et la mort, à travers le chien aussi. Hein. Ce chien qu'on croit mort, mais non. En fait, c'est un peu l'image de Franck. On croit mort, mais non. Mais ça, c'est moi, je trouve ça absolument génial. Mais c'est ça. Moi, Et on j'ai. sent qu'il sent. Alors, c'est peut-être aussi pour la scénariste aussi, hein, qui a senti le truc. Je pense qu'ils ont bossé ensemble. Hein. Clint et sa scénariste ont travaillé ensemble, ça c'est sûr. Et on voit Et que pas que. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Bah oui. Mais, C'est Clint, hein. Oh. mais on voit qu'il y a une vraie cohérence d'écriture et des petits trucs comme ça. Oui, le coup de la plage, Ouais. oui, le coup du chien, ça peut paraître kitsch et niais, mais en fait, non, ça renforce le message du film. Mais le temps qui passe, et je pense que Clint, déjà, alors c'est quand même anecdotique quand on y pense, parce que là, il avait peur du temps qui passe. Là, bah, il a été actif jusqu'à Cry Macho, je pense qu'il ne fera plus rien après, hein, mais Ben euh, non, il a bien déjà vécu le la Covid. Warner s'est séparée de lui, donc. Oui, bon, de toute façon, Cry Macho est un vrai film crépusculaire qui finit sur le dernier plan. On pourrait en parler autre part. Hein. Et le dernier plan, j'ai senti que ça serait le dernier Eastwood, moi, personnellement. Moi Mais bon, aussi, ouais. pour en revenir là, bah, il était même pas à la moitié de sa vie, de sa carrière, hein, à l'époque. Mais c'est ça C'est qui est quand- absolument génial, c'est que on en apprend toujours sur lui, c'est-à-dire que c'est, euh, tu sais, en fait, avec Léon et Siegel aussi, d'ailleurs, Clint n'est jamais rentré dans sa loge sur le tournage. Jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il observe, qu'il s'imprègne, et pas pour construire son personnage, hein, parce que Clint n'est pas un compositeur de personnages. L'acteur studio, il en rigole. Quand il était sous contrat avec Universal, c'est-à-dire quand il faisait de la figuration, il a fait de la figure pendant 10 ans aussi. C'est ça aussi. Il connaît Oui. tous les échelons, il les a gravis. C'est-à-dire qu'il a été figurant pendant 10 ans. Moi, à l'époque, moi j'ai commencé par là aussi. Je peux te dire que moi j'en ai fait 4 et j'ai arrêté parce que je ne supporte pas ça. Ouais. Tandis que là, lui, il a fait ça pendant 10 ans, bon, sous contrat. C'est pas la même chose, mais bon. Aux États-Unis, il y a un statut de figurant que tu n'as pas en Europe. Et du coup, en fait, il bénéficiait de masterclass. Donc, en fait, Universal donnait des cours d'acting, de chant, de danse, d'escrime, de boxe. C'est là qu'il a découvert aussi la boxe et qui a pris goût. Et ben donc, Marlon Brando est venu donner une masterclass là-bas. Et il a dit, tout ce que Marlon Brando disait, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Je n'en avais rien à cirer. Quand il parlait de l'animal en nous, machin, enfin, très acteur studio, Stanislavski, machin. Clint, il s'en tape le coquillard, mais c'est un acteur. Pour lui, un acteur doit. Tu sais, il a raconté cette anecdote. Sean Penn qui lui a dit sur Mystic River, tu sais, Clint, moi j'ai un gros problème avec ta façon de travailler, c'est que moi, au plus je répète, au plus je suis bon. Et Ah, ouais. Clint Eastwood a répondu, ben, c'est dommage pour toi, mon gars. Ouais, parce que lui, c'est le naturel et le Ouais, lui, feeling. c'est l'inverse. Lui, Voilà. il a besoin de choper ce qui vient sur le moment, il fait 3 prises grand max. Et ben D'ailleurs, ça se voit dans oui, Brésil. Ça ah se oui, voit qu'il n'y mais a pas eu forcément beaucoup de prises et tout, que ça. voilà. Et donc, du coup, il gravitait sur le plateau et on sent qu'il a, avec Léon, qu'il a pris son pied, qu'il a pris des notes.
Ça se ressent très fort. Tu parlais de Focal, c'est très intéressant ça. Parce que pour Léon, le Focal est un langage, Mm. c'est une partition. Et on se rend compte que même si Eastwood a choisi un autre cinéma quand même, c'est pas léonien ce qu'il fait. Mm. On sent quand même qu'il y a le respect du maître derrière. Ah, tu l'avais dans L'homme des hautes plaines, tu avais une vague influence léonienne quand même, tu le sentais encore. Oui, parce que c'était encore frais à ce moment-là. Mm. Mais il y a énormément de références, notamment dans les films qui sont joués par Eastwood, mais qu'en fait il a réalisé. En fait, Eastwood, quand il sentait qu'un film n'allait pas lui rapporter énormément d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un film, il bombardait un réal, qui était en général un yes man, mais c'était Clint qui dirigeait. D'où du redingue James Fargo, c'est ça. La suite, ça va cogner Buddy Van Horn, c'est clairement c'est le cosmatos de Eastwood, quoi, c'est son bras droit. Tu regardes ça va cogner, même si c'est pas le même genre du tout, les cheveux vont se hérisser chez les puristes qui vont écouter ta vidéo, mais il y a énormément de références à L'homme tranquille de John Ford. Mm. Énormément. Mm. Et des points comme ça, l'homme qui revient sur ses terres, qui vient récupérer son amour, son ancien amour. Le combat final, tu sais, c'est devenu un cliché maintenant dans le cinéma, tu sais, une bagarre qui commence et puis tu vois que les personnages, sous l'impact des coups, voyagent en fait. Passe dans une maison, ressort par la fenêtre. Et en fait, la bagarre ressemble à une marche. Ils continuent à se battre, mais en fait, ils avancent. Mais ça vient de Ford, hein, c'est l'homme tranquille. Ça va cogner, ça parle que de ça. Ça commence sur un terrain vague, il commence à se battre. Et puis Eastwood donne un coup un peu trop fort qui propulse son adversaire loin, loin, loin. Ils arrivent dans une espèce d'auberge, si ma mémoire est bonne, ils finissent dans les cuisines de l'auberge. Enfin voilà, ça c'est une référence à Ford, c'est l'homme tranquille, La fameuse clairement. auberge, une bonne auberge, comme dans la classe américaine de Oui, Hazanavist. exactement. Alors là, on parle dans tous les sens. Mais non, mais c'est J'adore. ça. C'est autant. C'est une critique. Mais Eastwood, c'est autant Ford que Léon. Hein, si on veut. C'est assez rare parce que Ford et Léon, Ouais, c'est pas pareil, hein, justement. Mais c'est pas du tout les mêmes Eastwood, valeurs. c'est l'histoire du cinéma, j'ai dit l'histoire du cinéma américain. Léon, en tant que cinéaste italien qui s'est exporté aux États-Unis, évidemment. Et il y a tellement de choses là-dedans. Et alors, petit mot, alors rapide spoiler, hein, voilà. Allez, si vous voulez pas savoir comment ça se termine et que vous découvrez juste le film à travers notre discussion, à la fin, vont-ils rester ensemble? Eh bien, la réponse est non, mais oui. Mais voilà, C'était Timoudien. c'est pas mal ça. C'est une fin D'abord, ouverte. c'est non, elle s'en va, rupture parce qu'ils se sentent trop vieux, c'est trop machin. Et puis, le regard des autres, etc., la société dans laquelle il est lui interdit ce bonheur et tout. Bon, finalement, elle s'en va. Et quand il va retrouver son ex-amour perdu, Betty, à l'hôpital, elle a failli crever. Hein. Son nouveau mari est mort. Et là, il se dit, bon, carpe diem, quoi, merde. Là, il faut que je vive mes choses parce que la mort, elle peut intervenir demain. Et donc, il va rechercher Breezy. Il a de la chance de la retrouver hein, parmi ses amis. Et là, Hello My Love, Hello My Life, etc. Et ils vont être ensemble. Et j'adore la fin. Alors, il y Ouais. a un truc qui est énorme. Il y a un dialogue à la fin. Puis il dit bon, et puis si ça dure au moins 1 an, ça sera déjà bien. Ah bah écoute, ouais, bah, écoute, 1 an, c'est pas mal déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas se prendre la tête. Ils le savent au fond d'eux qu'à un moment, bah, ils vont se lasser ou que bah, lui va vieillir, elle va aller voir ailleurs. Mais oui. Mais c'est pas grave. Il faut vivre l'instant présent. C'est un beau message de Carpe Diem à la fin. Alors, évidemment, contre les conventions de l'époque. Attention, un homme plus âgé et une femme plus jeune. Mais là, il y a un double consentement de toute façon. Hein. Oui. Donc, voilà. Et allez hop, on s'en fout du reste. On va vivre notre vie. Et ça, c'est Eastwood aussi. Ça, c'est totalement Eastwood. C'est-à-dire qu'il a géré sa vie comme ça. C'est-à-dire Mmh. qu'il ne s'est jamais dit que la femme avec qui il était allait être la femme de sa vie. D'ailleurs, Sandra Locke, qui était à la base, qui avait fait le casting hein, pour Brigitte déjà à ce moment-là et qui a été rejetée par Clint, Et qui qu'on a vu est dans Bronco Billy, me semble. Bronco Billy, Dont on Doux du avait parlé Redin, ça va avec cogner. l'ami Cuisto qu'on salue s'il passe par là. Oui, et puis Sandra Locke qui a aussi pour moi eu un rôle génial dans le quatrième inspecteur Harry, le retour de l'inspecteur Harry. Et donc en fait, même quand il était avec elle, elle était
officiellement en couple. En fait, on a appris plus tard que son mari était en fait son meilleur ami homosexuel qui demandait à être marié avec elle comme couverture. Mais Clint a accepté nickel. Donc lui pensait qu'elle était en couple aussi, mais en couple ouvert. Donc ils ont vécu l'expérience du ménage à trois. Et en fait, Clint, il est comme ça. C'est tant que je ne l'ai pas vécu, eh ben, je vais le vivre. Ouais. Juste pour voir ce que ça fait. Et ça, c'est l'histoire de sa vie. C'est-à-dire que le cinéma, c'était ça. Il était maître nageur pour Universal, enfin, pas loin des studios Universal. David Janssen, l'acteur qui s'est fait connaître par la série populaire à l'époque, Le Prisonnier, passait par là, donc il suivait ses cours, je crois, ou ils se sont croisés en tout cas sur la piscine. Et il lui a dit, mais tu sais qu'avec ton physique, tu pourrais faire du cinéma, hein. Et Clint Eastwood a fait, oh, bah, Pourquoi pas? je vais essayer. Voilà. Voilà, bêtement, je vais essayer. Et c'est toujours ça avec Clint. Et ça, moi, ça me parle parce que je suis beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on me reproche souvent une certaine légèreté liée à ça, mais en fait, c'est tout le contraire. J'ai besoin d'expérimenter la vie. Si ça fait mal, ben, au moins je saurais que ça fait mal. Tu sais, moi quand j'étais petit, j'étais attiré par les sources de chaleur. Et quand ma mère cuisinait, elle me disait, elle m'a dit quelques années plus tard, tu étais le genre de petit garçon, fallait pas dire ne mets pas ta main, Ah ouais. fallait te laisser faire. Et donc, toute proportion gardée, bien sûr, je n'ai pas été maltraité, mais il fallait que je comprenne par la sensation. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Et c'est un de mes points communs avec Clint. Et d'ailleurs, on peut retrouver ce point commun avec ta chaîne YouTube, hein, parce que Oui, tu te lances, tu vas au bout des trucs, tu as des projets, et puis. oui, c'est ça. Avec ma chaîne YouTube, en fait, j'ai entendu un jour Dirty Tommy. Je n'ai jamais été en contact avec lui. J'aurais tellement aimé parce que je lui dois beaucoup, sans qu'il le sache. Dirty Tommy, en fait, je l'ai entendu dire un jour chez Samir de Microciné. Je l'ai entendu dire, j'ai mis un an et demi à découvrir mon identité sur ma chaîne. Et ce jour-là, j'ai entendu le mot identité et je me suis dit, mais en fait, mon identité, je crois que c'est ça. Donc, c'est-à-dire que je pars de moi, c'est-à-dire que j'ai un souci avec les classements, je dois tout classer tout le temps. Et du coup, je classe instinctivement pour mon plaisir personnel. Dans ma bibliothèque, j'ai les classements de filmographie. Et là, j'ai décidé pour rendre le tout un peu plus ludique, de classer les films, les filmographies plutôt, en fonction de la réception publique critique d'époque et d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, je me suis dit, mon identité, ça sera ça. J'ai un TOC. Pourquoi je ne mettrais pas ce TOC à profit? Et donc, voilà, c'est l'histoire de ma chaîne. Et donc, Clint aussi, dès Clint, qu'il c'est ça. a. Ouais. Et d'ailleurs, dernière chose dans la fin, une fin qui est intéressante parce que Clint Eastwood, bon, avant déjà, il référence l'homme des hautes plaines, parce qu'ils vont le voir au cinéma. Enfin, ils vont voir un film. Je suis sûr que c'est celui-là qu'ils vont voir. C'est très amusant. Et à la fin, il y a l'histoire du nuage aussi, parce qu'il est toujours morose, Franck. Donc il y a toujours ce nuage noir. Et elle va le surnommer Black Cloud en tant qu'Indien. Elle va fantasmer l'idée que ce serait son Indien à ses amis hippies et tout. Elle dit, oui, Tiens. bon, le mec, il est Indien, son nom c'est Black Cloud. Et voilà, Clint Eastwood qui s'amuse aussi déjà avec l'héritage du cinéma dans lequel il a baigné avant. Oui. C'est très amusant. Il transforme William Holden en Indien. Et ça, c'est Oui. pas anodin quand même quand on y pense. C'est pas anodin. Non, non, parce que non seulement ça fait, ça fait référence à ça, mais William Holden est aussi l'acteur qui s'est fait connaître. En tout cas, moi, je l'ai connu avec La Horde sauvage. Ah ouais. Donc, et je connaissais La Horde sauvage bien avant. Je connaissais le cinéma de Peckinpah avant de connaître celui d'Eastwood. Et automatiquement, je fais le lien, c'est clair. William Holden a aussi une certaine importance dans le western. Donc, oui, c'est clair. Et Clint, en fait, son cinéma de base passe par le western. Et même quand il réalise des films qui sont contemporains, il y a toujours des codes du western. Il commence par Rawhide, hein, dans l'univers cinématographique télévisuel, du coup. Ouais, C'est là où il a vraiment alors, on va dire son premier rôle d'importance, je pense. oui,
eh ben, il en ressort une frustration énorme de Rawhide parce qu'en fait, il voulait déjà s'intéresser à la réal et tout. D'ailleurs, il y a un des réalisateurs d'un épisode, je crois que c'est de la saison 4, qui est tombé malade et Clint Eastwood a demandé pour pouvoir réaliser l'épisode et on lui a dit non, tu n'as aucune expérience. Et en fait, mais par contre, pour lui donner un petit peu quand même pour lui faire un petit peu plaisir, il a pu filmer une scène. Une Ah scène, bah, voilà. Et donc, il l'a fait. Mais en fait, on l'interdisait. Donc, en fait, quand la scène était terminée, on lui disait va dans ta loge, fous-nous la paix. Voilà. Et donc, du coup, lui, c'est ce que lui appelait dans l'émission Inside the Actor Studio de James Lipton. Il expliquait que Rawhide, pour lui, c'est du western carton-pâte. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils traversent tous les États-Unis, en fait. En fait, ils oui. changent juste le décor, quoi. Ils sont pas loin, mais. En tout cas, c'est bon, on va refermer la zone spoiler. De toute façon, là, spoiler ou pas, voilà, on a parlé de la fin. Et maintenant, on va conclure. Alors, euh, allez, donne en quelques mots l'envie aux spectatrices et spectateurs ici de découvrir ce Breezy, malgré certains préjugés qui pu être dit sur ce film. Parce que c'est vrai que si on parle de la filmographie de Eastwood, peu vont citer Breezy, ou les gens qui vont citer Breezy Personne. vont dire ouais, c'est pas vraiment un Eastwood, enfin c'est un Eastwood, mais c'est un Eastwood mineur, le terme un peu. Oui, oui, Et clairement. comment donnerais-tu l'envie finale là sur cette conclusion, à part foncer, allez-y, essayez comme Eastwood l'a fait toute sa carrière. Oui, oui, bien sûr. Ben, ça, c'est déjà un bel argument. Mais en fait, c'est simple. C'est une histoire d'amour comme vous ne l'avez jamais vu avant. Mais c'est pas vendeur. C'est vraiment, c'est ça. Dans le scénario est hyper original. Et puis, autre chose que l'on n'a pas évoqué, enfin si, mais de manière très très rapide, mais c'est hyper important, c'est un film d'amour vu par le prisme de leur entourage. C'est-à-dire Aussi. que on peut aussi dire, enfin ça c'est mon point de vue personnel, mais on peut dire aussi que c'est le républicain qui se met en couple avec une démocrate. Et Aussi. voilà, et on sait que Oui. Clint Eastwood est libertarien, hein, il n'est pas républicain pur jus, contrairement à ce Mm. que tout le monde dit. Il soutient des personnes et pas des partis, exactement comme Alain Delon, enfin soit. Et donc, du coup, bah oui, il a soutenu Donald Trump, mais ça n'en fait pas un républicain pour autant. C'est-à-dire qu'il est libertarien. C'est-à-dire que il croit en l'autonomie de l'individu. Et il est persuadé que l'individu n'a pas besoin d'une force régie au-dessus de nous, que l'on appelle la politique ou la religion ou tout ce que tu veux, pour nous gérer. Voilà, ça c'est la croyance profonde de Clint Eastwood. Et donc, Breezy parle clairement de ça. C'est-à-dire que c'est libertarien, ça, un mec de 55 ans qui se met en couple avec une nana de 19 ans. Ouais, de la brise, hein. La liberté de Oui, la brise aussi. Hein. mais oui. Et donc, du coup, voilà, c'est un film d'amour non conventionnel tel que vous n'avez jamais vu. Il n'y a pas de film avant où, peut-être dans les années 40 ou 50, Samir peut-être pourrait nous le dire. Ah, tu peux parler de Serenada 3, tiens, de Lubitsch, Voilà, c'est avant ça. le Code Eyes. Voilà, avant les. Oui, Ouais. et je me demande si Preminger n'a pas fait un film aussi qui parlait de ça. Mais C'est possible. Avant les années euh, 30, il y a souvent, enfin, avant le Code Eyes, il y a souvent eu des films assez libres. oui, ah oui, oui, voilà, c'est ça. Mais le Codays a quand même, enfin, quand on pense au cinéma, on pense au cinéma bien avant le Codays, bizarrement. Et d'ailleurs, j'ai envie Euh, de dire que c'est intéressant parce que ici, Eastwood, il nous fait un film Nouvelle Hollywood à sa façon. C'est pas dans le Nouvel Hollywood qu'on connaît, Merci de le dire. mais on est dans son Nouvel Hollywood à lui. Eh ben oui. C'est ça. Pourquoi? Parce que je voulais le dire quand je parlais de Marlon Brando là. En Ah ouais. fait, quand le nouvel Hollywood, mais j'ai oublié, donc c'est pour ça que je dis merci, merci. En fait, Clint Eastwood a toujours rejeté le nouvel Hollywood. Oui, Mais paradoxal. Hein. l'annonce, c'est ça. Il a toujours rejeté les. Ah, pardon, pardon. Et donc, il a toujours rejeté le nouvel Hollywood. Et par contre, il a fait un film qui possède tous les codes du nouvel Hollywood. Même en termes de cadrage, même en termes de réalisation, c'est du nouvel Hollywood. Donc, je me demande, c'est peut-être la petite incohérence de Clint Eastwood, peut-être, ou peut-être que c'est volontaire, j'en sais rien. Peut-être que justement, comme tu le dis si bien, c'est sa volonté de dire, j'enlève ce qui est établi,
on enlève et je crée mon nouvel Hollywood. Effectivement. C'est Parce ça. que Et l'homme forcément, il y des a des hautes plaines points. aussi peut-être. Bon, après, tu as des ponts avec forcément, il y a des auteurs qui ont ressenti les choses comme lui, avec le feeling, évidemment, dans ce Oui. nouvel Hollywood, donc c'est pas illogique. Mais voilà, donc c'est ça, hein, si vous avez envie de voir un film qui a Mmh. qui qui a une certaine fraîcheur pour l'époque, bien sûr, qui est encore hyper moderne, enfin moderne, toute proportion gardée, disons qu'il Dans y a les quelque chose rapports. il a pas mal vieilli, le film. Il a pas mal vieilli, c'est Non. assez étonnant. Puis le regard des autres dans cette Amérique, de toute façon, on l'a toujours avec d'autres thématiques. C'est pas forcément un homme avec une femme plus jeune, mais ça peut être 2 hommes ou 2 femmes ensemble et tout. Il y aurait eu ce même regard, hein, au final. Donc les préjugés, les jugements et ici une histoire d'amour qui va soit en souffrir, Oui, soit aller contre cela, mais ça, on vous laisse le exactement. découvrir, on vous laisse le découvrir parce que c'est hyper important. Mais l'important, c'est pas la finalité, c'est le parcours de cette histoire, justement. Et Oui, c'est un petit peu l'histoire de la carrière de Clint Eastwood aussi. exactement. Oui et Voilà, puis, fait de haut et de bas aussi, donc il a quand même eu une bien décennie sûr. où il a eu du mal à se renouveler et donc du coup, les années 90 ont été, assez difficiles pour Clint. Il est revenu en 2000 avec Mystic River et tout ça. Mmh. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui se nourrit de ça aussi. Et pour lui, toute expérience est bonne à prendre, même les mauvaises. Et Breezy parle déjà de ça aussi parce que eux, leur mur à eux, parce qu'on sent que c'est quand même, enfin, son mur à lui plutôt, c'est Mmh. plutôt le regard des autres est quand même important. Oui, alors que là, C'est-à-dire que elle est plus à s'en fiche, on y va, on fonce. c'est ça. Et donc, je trouve que son cinéma des années 90 a plus mal vieilli que cette période-là pour lui. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mais en tout cas, bonne réflexion à ce niveau-là. Mais c'était un plaisir, de toute façon, mon cher Cédric, de parler de Ah Clint oui, Eastwood avec toi. Parce que de toute oui. façon, je savais qu'en t'invitant sur Breezy, on n'allait pas parler que de Breezy. Si on parle d'un film de Clint Eastwood, on peut difficilement parler que du film en question. Mais je vais t'avouer, c'est ça, en plus du fait que je t'apprécie beaucoup, tu le sais, mais c'est que tu veuilles évoquer un film dont personne ne parle, et ça, moi, ça me plaît, parce que il fut un temps où on faisait beaucoup de live Eastwood et on m'a beaucoup appelé, et j'avais l'impression d'être un peu le monsieur Eastwood, enfin, humblement parlant. Je voulais qu'on m'appelle aussi pour d'autres choses. Et du coup, j'avais un peu freiné ça. Et je m'étais dit, il y a deux conditions pour que je revienne faire un live ou une vidéo Eastwood. C'est la première, c'est qu'on aborde une partie de sa carrière que l'on a très peu abordée, donc tu l'as fait. Et le deuxième, c'est le plus tard possible. Là, je ferai un live évidemment exceptionnel sur Eastwood, mais le plus tard Oui, possible. voilà, Le plus tard, le plus tard, le plus tard. Voilà. c'est ça. C'est ce jour-là où je serai orphelin. Et tu sais Et qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, qu'on a eu peur. Mais récemment, on a vu des photos sur Twitter comme quoi il faisait du golf. Donc, oui, en plus maintenant, il a son propre compte, donc le mec, il vieillit pas comme un vieux con, quoi. Le mec, ce qu'il poste, c'est un petit peu relou, un petit peu has-been, hein, c'est clair. Mais en tout cas, il est sur les réseaux sociaux. Et là, hier ou avant-hier, il a posté un screenshot qu'une fan avait fait de lui. ah Donc, ben voilà. donc voilà. Et avec une citation, il avait, il avait dit, enfin, ouais, je vais pas perdre mon temps à. Je le posterai sur mon Twitter. Une citation de, je crois que c'est de John Ford, justement, sur le fait qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, on va dire, voilà, à sa façon. Ça renvoie au personnage de Franck, tiens, c'est marrant. Euh, Exactement, mais c'est en tout vrai. cas, merci beaucoup Cédric. Et allez voir, Merci à alors, toi. la chaîne, c'est écrit La Passion du comédien présent. Tac, 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 vous tapez là-dessus. Et vous allez voir beaucoup de live ou discussions enregistrées sur plein de sujets différents, que ce On soit sur essaye. les, tiens, récemment, le cinéma d'amour, par exemple. Voilà. Ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien, mais pas que. Les thèmes sont infinis. Donc, Et c'est ça. je m'étonne que mon ami cinéphage n'ait pas plus cité que ça Breezy, parce qu'il adore ce film. Ben écoute, l'ami cinéphage, on l'invite à donner son avis sur Breezy en commentaire, tiens. Voilà. Viens, mon ami, viens. Ah Et oui, puis, oui, oui, oui. et puis d'ailleurs, on attend vos réactions aussi sur ce film, sur Eastwood. On sera là pour vous lire et vous répondre avec grand plaisir, parce que l'échange, il se poursuit tout le temps dans la Oui, zone et la section commentaires. C'est très important, parce que ces exactement. vidéos-là, elles sont là pour vous avant tout. Nous, on est content d'en Exactement. parler, mais on aurait pu faire ça en off, hein, mais non. Là, hop, on ouvre la discussion à toutes et à tous. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Cédric. Alors, il y a eu quelques petits problèmes de réception à quelques moments, Ah oui, oui, mais ça va. Enfin, il y a deux, trois trucs, mais après, tu as pu répéter derrière. Donc, c'est très bien. la magie d'Internet, ça.
Voilà. D'ailleurs, on te voit un petit peu. On te voit pas? On te voit un peu? Ah, on te voit. Oui, oui, voilà, c'est ça, itinéris. Mais oui, Exactement ça. nous, en Belgique, nous ne bénéficions pas de la fibre. Oh, et quand même, ça va venir, ça va venir. Mais bon, en tout cas, on Ah a ben, compris pour largement l'instant, il y a aucun l'essentiel. décret, hein. Ah la vache. Oui, eh ben, Mais ça bon, m'embête du coup donc parce si que vous ouais. voulez offrir la fibre à nos amis belges, foncez aussi là, s'il y a des promoteurs qui nous écoutent. Mais en tout cas, Parce que la merci fibre Cédric et artistique, je puis on l'ai, mais pour avoir une bonne connexion, c'est ça. Et puis manger des fibres, c'est important aussi. Voilà, voilà, c'est sur cette, conclusion qui part dans tous les sens, mais c'est ça la magie des discussions, j'adore, qu'on vous laisse, ce sont les meilleurs. réagir, allez-y, balancez, inondez la section commentaires comme dirait un de nos camarades YouTube. Et Et surtout le dans mot le de la fin. respect. Ah oui, toujours, mais là je n'en doute pas, le respect Oui, sera parfaitement total. c'est vrai que j'ai pu Et remarquer, tu as une très belle communauté, oui, je suis content, là-dessus. Et puis et une si très, jamais il très y a belle des gens qui communauté. sont pas gentils, ben on vous fera pampan cucu, oui, on le dit clairement, voilà. Oui, car tu es capable de le faire aussi. Ouais, voilà. Je t'ai surpris en flagrant délit. En tout cas, bah, à la prochaine! Oui, avec grand plaisir. À la prochaine. Portez-vous bien, vous aussi. Merci de m'avoir invité. C'était génial. C'est toujours génial. La deuxième vidéo est aussi bonne que la première par rapport à mon ressenti. Je suis hyper heureux. Donc, Ah ouais, merci à toi. tout pareillement, donc à la prochaine. À la prochaine. Ciao! Ciao, ciao.